Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Ici c'est Guillaume et je vais vous parler cette fois d'un sujet un peu plus léger, en tout cas un peu plus fun que d'habitude, car en effet je vais vous parler de la représentation du handicap dans les séries télé. Et pour cela je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné par Romain Nigita, un journaliste spécialiste des séries télé justement. Salut Romain, comment ça va ? Bonjour Guillaume, écoute ça va très bien, merci de m'avoir invité à participer à ce podcast. Merci de passer un petit peu de temps avec nos auditeurs pour nous parler d'un sujet que tu connais bien. En effet, tu es journaliste spécialiste des séries télé depuis presque 20 ans, en presse écrite, dans le JDD ou le magazine Mad Movies, en radio, sur internet, dans des documentaires ou à la télévision, et enfin aussi dans des livres que tu as coécrits avec un de tes célèbres collègues, Alain Carazé. Merci, je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Il reste encore de nombreuses idées préconçues très éloignées de la réalité en ce qui concerne le handicap, et on le sait, une représentation juste et correcte peut aider la société à mieux se saisir et traiter de la question, et avec la popularité et la multiplication des séries à la télévision, mais aussi sur les plateformes de streaming, on peut remarquer que les situations de handicap inspirent de plus en plus les scénaristes, même si en France on a été un peu frileux jusqu'à récemment. Parce que de l'autre côté de l'Atlantique, les auteurs n'ont jamais vraiment eu peur de s'en saisir de ce sujet, et cela ne date clairement pas d'hier. De nombreux exemples le prouvent, tu confirmes ? Bah oui, moi j'ai en effet un petit peu cherché dans ce que je peux connaître des séries une fois que tu m'as demandé de participer à ce podcast. Et pour moi, l'un des premiers personnages importants dans l'histoire des séries qui présente une situation de handicap, c'est tout simplement Bernardo dans la série Zorro. La série Zorro produite par Disney dans les années 50, qu'on peut voir en boucle sur FR3 puis France 3 le dimanche soir en général. Bernardo qui est donc le fidèle bras droit de Don Diego de la Vega et qui est donc muet mais qui n'est pas sourd. En fait, Don Diego de la Vega lui demande, dans le premier épisode, de faire semblant d'être sourd. Comme ça, en fait, il peut aller espionner les conversations des gens et tout rapporter à Zorro. C'est un petit tour de passe-passe pour ce personnage qui a quand même un peu marqué tout le monde. Je crois que tous les enfants connaissent Bernardo ou s'amusent un peu à imiter sa façon d'utiliser la langue des signes. Donc ça a permis, je pense, de populariser, dédramatiser pour le grand public l'image des personnes sourdes et ou muettes. Et il y a un autre personnage là, qui est un peu plus secondaire à la fin des années 60, c'est dans Chapeau melon et bottes de cuir, la série britannique bien connue. C'est le personnage de Maire Grand qui est un peu le chef des services secrets. Alors, c'est dans la dernière saison, celle avec Tara King. Et donc c'est un personnage qui est en fauteuil roulant. Et oui, on l'oublie assez vite, mais finalement, il y a donc toujours eu dans les séries anglo-saxonnes des personnes en situation de handicap. Alors ici, ils étaient un peu secondaires, mais ça pouvait arriver qu'ils aient un rôle carrément central. C'était les personnages principaux de la série. Oui, tout à fait, parce que là, les deux que je venais de citer, c'était plutôt des personnages secondaires, mais il y a eu des héros, vraiment des stars de série, les personnages qui donnaient leur nom à la série, qui étaient dans une situation de handicap. L'un des plus connus, c'était dans les années 60, on l'a peut-être un petit peu oublié aujourd'hui, mais c'est une série policière qui s'appelait L'Homme de Fer, avec Raymond Burr, et donc c'était un enquêteur qui était en fauteuil roulant, parce qu'un de ses ennemis lui avait tiré dessus, il lui avait tiré une balle dans le dos, dans la colonne vertébrale, et donc suite à cet accident, il se déplace en fauteuil roulant, et il continuait à exercer son métier, à résoudre des enquêtes. Il y a même eu un remake il y a quelques années, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et déjà, on peut voir dans cette série qu'il a une équipe autour de lui, un peu comme dans toutes les séries policières, mais finalement, cette équipe, c'est à la fois une équipe d'enquêteurs et une équipe d'aidants autour de lui, donc on a aussi déjà cette notion à l'époque. Mais son handicap n'est pas le sujet central de la série, ça reste une série policière. On veut dire que son handicap dans cette série-là, c'est un peu comme dans Columbo. C'est-à-dire que dans Columbo, le fait que Columbo ne paye pas de mine, les gens le sous-estiment. Là, c'est un peu pareil. Les méchants, les assassins, etc., sous-estiment l'homme de fer parce qu'ils le voient comme quelqu'un dans un fauteuil roulant, alors qu'en fait, c'est quelqu'un évidemment de redoutablement intelligent qui finit par mettre en prison les coupables à la fin de l'épisode. Et il y a un autre duo de personnages qui étaient vraiment des héros, voire des super-héros dans les années 60-70, c'est L'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie. Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
que l'homme qui a les 3 milliards et Super Jamie ont la même origine, c'est-à-dire que lors d'un accident, eh bien, ils sont gravement blessés. Steve Austin, l'homme qui avait les 3 milliards, c'est un astronaute et lors d'un vol d'essai, il perd ses 2 jambes, un bras et un œil. Et on lui remplace tout ça par des organes artificiels, ce qu'on appelle dans la série de la technologie bionique, ce qui fait qu'il peut courir plus vite, il a une super force dans son bras, il peut voir plus loin que son œil. Et Super Jamie, qui est sa petite copine au départ dans la série, elle, c'est par un accident de parachutisme. Et à partir de là, ils vont pouvoir, là aussi, se lancer dans des intrigues, d'aventures, d'actions, un peu comme des super-héros, un peu comme des espèces de Superman, mais basés sur la technologie. C'est vrai que maintenant, quand on voit souvent, par exemple, dans les Jeux paralympiques, des sportifs qui ont des technologies qui permettent de remplacer certains membres. Même dans les commentaires, des fois, des épreuves, on entend ces références à l'homme qui valait 3 milliards, à Super Jamie. Ça a vraiment, là aussi, je pense, popularisé le fait qu'un jour, et on y est quasiment, eh ben, toutes ces blessures très graves pourraient être compensées par la technologie. Et puis, alors là, c'est de la science-fiction, on va dire, contemporaine, parce que ça se passe de nos jours, ces séries-là. Et puis, il y a la science-fiction qui se passe dans le futur. Et il y a un exemple dans la saga Star Trek. Dans la seconde série de la saga Star Trek, la nouvelle génération, il y a un personnage très important qui s'appelle Geordi Laforge et qui est aveugle. Comme on est dans le futur, on est au 24e siècle, il dispose de ce qu'on appelle un visor, c'est-à-dire c'est un espèce d'outil qui se place devant ses yeux et qui lui permet d'avoir une vue, mais une vue très élaborée. Il peut voir différentes composantes du spectre, il peut voir les rayons X, etc. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui est très joli, c'est qu'en fait ce personnage est un hommage à un vrai fan de Star Trek qui était tétraplégique, qui s'appelait George Laforge, et qui était un fan de la série des années 60. Malheureusement, il était mort dans les années 70. Et du coup, quand cette nouvelle série, Star Trek Nouvelle Génération, a été créée, les scénaristes ont décidé de lui rendre hommage avec ce personnage. Alors ce que je trouve vraiment fascinant dans les exemples que tu viens de citer, c'est que ici le handicap n'empêche pas du tout les personnages principaux de ces séries d'être au cœur de l'action. Et que quelque part, ce qui est mis en scène, ce sont les aménagements qui auront été nécessaires pour que la société puisse s'adapter à ces personnages en situation de handicap. Alors ces fictions ont donc quelque chose d'inspirant par l'exemple d'aménagement technique que la société doit inventer pour plus d'inclusion. Et d'ailleurs, ce qui paraissait comme de la science-fiction pure à l'époque, a tendance à devenir de plus en plus la réalité, à toute proportion gardée bien sûr. Mais il y a aussi des personnages avec des handicaps très visibles dans l'histoire des séries télé, où il ne s'agit pas d'avoir des moyens de compensation technologique, mais simplement sociétal. Oui, on peut le voir dans certaines séries avec des personnages qui sont centraux et qui ne sont pas forcément sympathiques. Donc ça aussi, ça a été une évolution dans les séries de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup maintenant de anti-héros, c'est-à-dire des personnages pour qui on n'a pas forcément de sympathie. Et voilà, la seconde étape, c'était de prendre un personnage en situation de handicap et qui n'est pas forcément sympathique. C'est vrai que c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu moins consensuel d'avoir un personnage qui ne soit pas sympathique et qui soit dans une situation de handicap. L'un des plus connus, je pense que c'est Dr House. Dr House, qu'on a vu en prime time sur TF1, qui donc se déplace avec une canne car il a un problème à une jambe, un problème d'infection qui a dégénéré. Et ça reste un peu mystérieux dans la série malgré tout. Le personnage n'est pas sympathique, il est quand même franchement très méchant avec tout le monde, avec ses collègues et avec les patients. Et en plus, cette blessure qu'il a eue à la jambe permet de traiter le problème de la dépendance à la Vicodine, donc qui est un antidouleur. Donc là aussi, on franchit, je pense, un palier dans la représentation qui est de se dire on n'a pas forcément besoin de caresser les gens dans le sens du poil. Les situations de handicap, ça peut toucher absolument tout le monde, que ce soit des gens sympathiques ou pas des gens sympathiques, finalement. Donc c'est une composante de ce personnage-là, mais ça ne le définit pas entièrement. Oui. Donc ça, c'est assez intéressant. On a vu également dans Urgence qu'il y avait l'un des médecins, Kerry Weaver, qui se déplaçait également avec une canne. Et d'ailleurs, il me semble que ça n'a jamais été expliqué. L'origine de sa canne n'a jamais été expliquée. Ça faisait un petit peu partie du mystère de ce personnage. Et je voudrais citer un dernier exemple qui va peut-être parler, parce qu'on l'a peut-être oublié, mais l'acteur qui jouait le personnage, maintenant est devenu une superstar. Il y a une série pour ados qui s'appelait Degrassi Nouvelle Génération, qui a été diffusée au début des années 2000, qui était la suite d'une série des années 80 qui s'appelait Les Années Collège, mais donc cette suite s'appelait Degrassi Nouvelle Génération. Et donc c'est une série qui suit des collégiens, et l'un de ces collégiens, Jimmy, se déplaçait en fauteuil roulant. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, ce personnage était joué par quelqu'un qui est devenu une superstar du rap, qui s'appelle Drake.
qui est quelqu'un qui vend des millions et des millions et des millions d'albums et qui est écouté, qui est numéro 1 sur toutes les plateformes d'écoute. Et donc voilà, ça permettait aussi d'avoir cette représentation pour un autre public, pour un public plus jeune. Et là aussi, c'est un personnage qui avait des amis, qui allait en cours, etc. Donc ça permettait d'avoir un autre angle sur ce type de situation. Il y a aussi des handicaps invisibles qui sont souvent sous-estimés et dont les séries télé peuvent vraiment alors faire office d'œuvre pédagogique pour le public. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a découvert assez tardivement dans la série. C'est vrai que c'était quelque chose qui était, on va dire, au début de la série Urgence, c'était... Donc, au début des années 90, c'était peut-être quelque chose qui était moins connu du grand public, c'est arrivé plus tard, et c'est vrai qu'il y a plusieurs séries qui ont commencé à en parler à partir, grosso modo, du début des années 2000. Dans la série Six Feet Under, il y a Billy qui était le frère de la petite amie d'un des personnages principaux, qui était bipolaire. Pareil, dans une série qui s'appelait Once and Again, qu'on a vu sur M6, c'était là aussi le frère de l'une des héroïnes. C'est souvent un personnage secondaire, ça a rarement été un personnage principal. On a aussi eu par contre un personnage principal dans Les Feux de l'amour, Sharon, qui s'est avérée bipolaire, et là aussi ça montrait que les feuilletons comme Les Feux de l'amour, En Banque de la beauté, etc., malgré ce qu'on peut penser, en fait ils ont souvent traité des sujets de société bien avant beaucoup d'autres séries, donc voilà, y compris ce sujet-là des personnages bipolaires. Mais dans toutes les séries dont on a parlé jusqu'à maintenant, finalement les situations de handicap ne sont pas le sujet de la série. Que ce soit l'homme de fer, Urgence, etc. Il y a un personnage qui est en situation de handicap, mais ça n'est pas le thème central. Donc c'est à la fois finalement très positif, le fait qu'on ne se focalise pas sur cette spécificité de ces personnages-là, mais on n'est pas non plus dans les séries totalement pédagogiques qui vont expliquer les tenants et les aboutissants. Ça, on l'a dans d'autres séries. Je pense qu'il y en a une qui est vraiment importante à citer, parce que c'est la première, je pense, qui a mis au centre d'une série un personnage en situation de handicap. C'est une série de la fin des années 80, début des années 90, qui s'appelait Corky, un ado pas comme les autres, et qui mettait en scène un adolescent trisomique, qui était joué par véritablement, d'ailleurs, un acteur trisomique. Et on voyait donc sa vie de famille, bien sûr, c'était des comédiens et des scénarios de fiction, mais on voyait comment vivait et comment vit toujours un ado trisomique dans la société américaine, en l'occurrence. Après, il y avait d'autres thèmes qui étaient traités dans la série. Il y a un autre personnage, notamment, qui était séropositif. Donc c'était aussi un thème très important des années 80-90. Mais voilà, Corky, c'est vraiment une série avant-gardiste à l'époque. Dans le même état d'esprit, il y a une série qui passe actuellement sur Netflix, qui vient tout juste de terminer, qui s'appelle Atypical, qui suit la vie, qui est formidable et qui est vraiment pour moi un peu la descendante de Corky. Là, le personnage principal, c'est un ado qui lui est sur le spectre autistique, mais on a le même traitement. C'est-à-dire qu'on a cette série qui est, dans les deux cas, qui ne sont pas du tout misérabilistes. C'est des séries assez positives, mais qui montrent la réalité de leur vie. C'est des séries qui peuvent même être drôles, et on a aussi à chaque fois toute la famille et les amis autour. C'est-à-dire qu'on voit comment ces personnages s'intègrent dans leur famille, comment les familles les aident, comment des fois elles sont un peu perdues aussi face à eux, parce que je pense que c'est aussi une réalité, donc toutes les questions que les gens se posent. Et voilà, c'est vraiment deux séries très intéressantes. Et puis évidemment, pour ce qui concerne le spectre autistique, la série qui est vraiment très très connue actuellement, qui passe en prime time sur TF1, c'est Good Doctor. On a un personnage d'un jeune chirurgien qui est sur le spectre autistique et qui malgré tout, qui travaille comme tout un chacun, qui est un chirurgien de haut niveau. Et c'est l'adaptation d'une série coréenne d'ailleurs, qui est sur le même concept et qu'on peut voir sur Netflix pour la version originale coréenne. Enfin, il y a des séries où le handicap est présent, mais n'est pas vraiment un sujet, comme dans Breaking Bad, où le fils du personnage principal, Walter White, est en situation de handicap. C'est pas vraiment un sujet, mais c'est présent, donc c'est quand même signe que l'inclusion avance. Mais il y a aussi des séries où le handicap est un peu vu justement comme une autre façon de voir les choses et de vivre la société, plutôt que comme un handicap justement. Et là, je pense bien sûr à la comédie policière Monk, quand je dis ça, c'est-à-dire la série où on suivait un détective qui était atteint de troubles obsessionnels compulsifs, qui était accompagné donc d'une aidante et qui résolvait donc des crimes, mais dont le handicap permettait une autre vision des choses. C'est vrai que Monk, comme tu le dis très bien, c'est un versant un peu comédie de la série policière. On a un peu un côté Columbo dans le personnage, mais c'est vrai que ça montre son handicap, ses tocs de manière positive, un peu comme une espèce de super pouvoir. Son côté très pointilleux, obsessionnel, qui s'attache vraiment aux détails, va faire qu'il va voir des indices que les autres flics ne voient pas. Alors c'est vrai que
c'est certainement un peu tiré par les cheveux, c'est peut-être pas totalement crédible ou cohérent avec ce que vivent les véritables personnes qui sont atteintes de TOC. Il y a sûrement des libertés là-dedans, mais ça permet malgré tout de dédramatiser ce type de situation-là et de montrer surtout aux gens qui ne connaissent pas ce type de conditions à quoi ça peut ressembler et le fait qu'il ne faut pas en avoir peur. Je pense que c'est ça le point positif. Il y a une série française actuellement qui copie un petit peu Monk, qui s'appelle César Wagner, qui passe sur France 2, dont le héros est joué par Gilles Alma, et qui, lui, est hypocondriaque. Voilà, donc on est un peu dans cette même mouvance. À ton avis, d'où vient cette envie des chaînes de télé et des scénaristes anglo-saxons de toujours avoir traité ainsi la question du handicap depuis quasiment le début de la télévision ? Alors en effet, les Américains ont depuis très longtemps utilisé des personnages en situation de handicap, à tel point que par moment, ça devenait un peu caricatural. C'est-à-dire qu'on a eu l'homme de fer, et après on a eu le flic ceci, le flic cela, le flic aveugle, le flic... Malheureusement, c'est devenu un peu un espèce de cliché, un espèce de ressort dramatique pour dire, voilà, pour pas faire la énième série policière, on va prendre un flic, mais il aura un truc différent. Donc là, par moments, ça devenait un petit peu l'exploitation du handicap. Ça n'a pas toujours donné des choses très fameuses. Et ma dernière question sera sur les séries françaises. Où est-ce que nous, on en est dans notre pays ? Dans les séries françaises, on a mis un peu de temps à mettre en avant des personnages en situation de handicap. Je pense que vous connaissez sûrement tous le format court de France 2 qui s'appelle Vestiaire, qui est assez formidable, qui existe maintenant depuis une dizaine d'années et qui est écrit et interprété par de véritables personnes en situation de handicap, qui est vraiment très très drôle, qui ose rire avec ça, et qui rit du handicap et qui ne rit pas des personnes en situation de handicap. Je pense que la différence est très importante. En fait, t'as les jambes mortes. Oh, tu me gonfles avec ça. Non, j'ai les muscles des membres inférieurs atrophiés. Atrophié, ok. Oui. Pardon. Et toi, t'as quoi ? Moi, rien. Tu serais pas là si tu avais rien. J'ai rien. Ouais. C'est quoi ce bras de pingouin ? Oui, excuse-moi, mais c'est vachement moins grave quand même. Ça dépend. Tu coûtes combien pour ça ? 80 € mensuel. Moi, je suis à 620 €. Ah ouais. Et quand même 310 balles la jambe morte. Atrophié. Sinon, il y a à peu près 15 ans, il y a une série malheureusement qui est passée un petit peu inaperçue, une série pour ados qui était un petit peu l'anti-Hélène et les garçons, qui s'appelait L'âge ingrat, où on voyait des étudiants en CTU, et l'un des étudiants était en fauteuil roulant. Voilà, c'est l'une des premières fois que dans une série comme ça pour ados française, on avait un personnage de ce type-là. On peut également parler de la série Cain, qui est une série policière de France 2, qui reprenait ni plus ni moins que le concept de l'homme de fer. C'était un flic en fauteuil roulant. On copiait ni plus ni moins qu'un concept américain, avec 40 ans de retard. Après, la série était plutôt sympathique, était assez efficace. Et il y a une autre série qui passe en prime time sur France 2 actuellement, depuis, il me semble, 2 ou 3 saisons, qui s'appelle Astrid et Raphaël, dans laquelle on a une femme flic qui fait équipe avec une documentaliste de la police, et cette documentaliste s'avère être sur le spectre autistique. La série marche plutôt bien. Moi, je dois avouer que j'ai du mal à l'apprécier. Je trouve malheureusement que l'actrice qui joue la jeune femme sur le spectre autistique est un peu caricaturale dans sa manière de jouer. Voilà, ça, je trouve que elle joue un peu la caricature de la caricature de Dustin Hoffman, Lorraine Mann, c'est-à-dire la manière dont on voyait les personnes autistes il y a quasiment 30 ans ou 40 ans, alors qu'on a un peu évolué maintenant dans la manière de percevoir ces personnes et donc de les représenter. Je pense que par exemple, quand on voit Atypical ou Good Doctor, c'est quand même un peu plus nuancé, y compris dans la manière de jouer. Je ne suis pas non plus spécialiste de la question, mais je sais que moi, c'est un peu ce qui me rebute dans cette série-là, mais qui a son public, qui fonctionne. Alors merci Romain pour toutes ces informations vraiment passionnantes. Je vous en prie. Et puis vous qui nous écoutez, cela va vous faire sans doute pas mal de recommandations séries à découvrir ou revoir pour les longues soirées d'automne et d'hiver. En tout cas, si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à nous en faire part sur le compte Twitter et la page Facebook de Cap Emploi 57. On vous répondra avec plaisir. Au revoir, à bientôt et merci de nous écouter de plus en plus nombreux. On va se quitter avec le deuxième générique de la série Monk. Salut tout le monde. Au revoir. Disorder and confusion everywhere. No one seems to care. Well, I do. Hey, who's in charge here? It's jungle out there. Poison in the very air we breathe. You know what's in the water that you drink? Well, I do. And it's amazing. People think I'm
crazy, 'cause I worry all the time. If you paid attention, you'd be worried too. You better pay attention, or this world we love so much might just kill you. I could be wrong now, but I don't think so, 'cause there's the jungle out there. There's the jungle out there.